Michel Colland, bonjour. Je vous reçois sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Immersive. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, chers amis. Eh bien, pour faire bref, je, après plusieurs vies très différentes et enrichissantes, ça fait bien une trentaine d'années, oui, c'est ça, une trentaine d'années que je me suis spécialisé dans l'analyse des guerres des États-Unis, de la France, des grandes puissances, et beaucoup sont déclenchés par les États-Unis. Et dans l'analyse de la désinformation qui les accompagne. Mon expérience, mes constats, les livres que j'ai écrits ont montré que chaque guerre est accompagnée, précédée d'un grand média mensonge et accompagnée d'une guerre de propagande contre l'opinion et particulièrement contre l'opinion dans les pays d'où partent les bombes, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, etc. Et donc, c'est une activité qui a été inspirée par le fameux livre Fabriquer un consentement de Herman et Chomsky, qui a inspiré mon tout premier livre, Attention Média, en 91, 91. Et c'est un livre que d'ailleurs les éditions Investigation rééditent parce que c'est, à mes yeux, le meilleur guide d'éducation aux médias. Et à partir de là, j'ai fait plusieurs livres sur les guerres et les guerres de la désinformation. Et évidemment, quand vous faites un livre sur une guerre, il arrive un an après la guerre, donc les gens vous disent oui, c'est bien, c'est juste, mais c'est un peu tard. Et donc, à partir de là, j'ai lancé en 2004 un site d'information qui, à partir de 2008-2009, est devenu un média indépendant qui s'appelle Investigation, donc, qui s'est, avec le temps, développé aussi en une maison d'édition. On publie 6 ou 7 livres par an, beaucoup sur des thèmes des géostratégies et des médias, mais pas seulement, l'ensemble des injustices, les rapports nord-sud, etc. Et une chaîne YouTube, Investigation, une émission qui s'appelle Michel Midi, où là, c'est moi qui suis le journaliste invitant. Et on a aussi mon ami Saïd Bouamama qui fait des petits éditos de 5 minutes, Le Monde vu d'en bas. Donc voilà, on est un, un média indépendant, donc pauvre forcément, donc attaqué évidemment par les intérêts qu'on dérange, les États-Unis, Israël, le lobby sioniste s'acharne pour nous coller des étiquettes, nous diaboliser et nous couper de notre public. Mais on constate qu'il y a un intérêt croissant, il y a une méfiance vis-à-vis des médias occidentaux traditionnels, la volonté de chercher ailleurs. Internet a beaucoup renforcé ça et dès que ça a été possible, nous avons été le plus actifs possible sur Internet. Maintenant, on voit aussi malheureusement qu'Internet est une guerre de l'information et que les services israéliens, l'unité 8200, tout ça, les services, les groupes d'action des États-Unis, du Pentagone, de la CIA, sont actifs pour empêcher qu'il y ait un vrai débat sur Internet. Et ça passe par la censure des GAFA, après la censure des médias traditionnels, ça passe par des opérations de diabolisation et d'ostracisation. Donc voilà, ça prouve aussi qu'on dérange, qu'on est sur la bonne voie. Mais je voudrais dire que les gens qui nous regardent, je les appelle à ne pas considérer ça comme un spectacle, comme un théâtre d'information où on regarde et on choisit son camp. Selon moi, l'information, c'est une bataille qui nous concerne tous en tant que citoyens et on ne la gagnera que si tout le monde, où qu'il soit, apporte sa pierre dans cette bataille de l'information. Et donc, ça passe par le soutien à des groupes comme nous, mais ça passe aussi par la démarche de ce que j'appelle un journalisme citoyen. Très bien, et je suis certaine que cette interview va être très regardée au Maghreb, en Algérie spécifiquement, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Vous le savez, pour l'Algérie, la souveraineté est une ligne rouge. Elle a les moyens militaires et stratégiques de devenir le gendarme de la région, dit-on, mais elle s'est toujours abstenue afin d'être fidèle à son dogme de la non-ingérence. Monsieur Michel Colland, aujourd'hui, l'Algérie est entrée dans une autre phase.
on l'a dit, entouré de dangers à ses frontières. Un Sahel gangréné par le terrorisme islamique, un voisin libyen en pleine guerre des clans et un frère ennemi marocain qui, selon d'aucuns, après sa normalisation avec Israël, est devenu un porte-avions des Américains et des Israéliens. Est-ce que l'Algérie doit craindre pour sa stabilité, Monsieur Michel Colland? Est-ce que ce contexte, ce nouveau contexte, constitue une menace forte sur l'Algérie, selon vous? Eh bien, c'est un contexte qu'on a eu l'occasion de creuser dans mon émission Michel Midi dont je parlais, puisque mes deux derniers invités étaient Ahmed Ben Sada, qui a justement abordé la question pourquoi le Maroc collabore avec Israël, et ensuite le Belge Pierre Galland, qui a abordé Mohamed VI, dit-il la vérité, sur le Sahara occidental. Et ces deux invités, je dois dire, m'ont alerté. Vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Algérie, je suis plutôt un généraliste, on va dire. Je m'intéresse à l'ensemble de la planète et au processus dont j'ai parlé, de guerre et des informations. Mais ces deux invités m'ont fait comprendre qu'effectivement, la menace se renforce et que la normalisation entre Israël et une série de régimes arabes qui a été lancé spectaculairement par Trump, mais qui est en réalité un projet de tous les présidents des États-Unis, et Biden continue dans la même voie en fait. Cette normalisation, cette en fait soumission de plus en plus forte à Israël est très inquiétante, oui, pour le Maghreb et pour d'autres régions. On voit qu'en fait, Israël joue un rôle très, très important à l'international. La version officielle médiatique en Occident, c'est voilà, Israël est un pauvre petit pays encerclé, attaqué par tous les méchants arabes qui l'entourent. Donc Israël doit se défendre, il se préoccupe de sa survie. Mais quand vous regardez la réalité des faits, Israël est une sorte de petit impérialisme, si je peux dire, de sous-impérialisme, qui est extrêmement actif, non seulement dans la région du Moyen-Orient pour essayer de renverser l'Iran, pour essayer de détruire les mouvements de résistance palestiniens, pour essayer de contrôler le Liban. Ça, c'est mon prochain invité dans une émission de Michel Midi. Mais Israël est aussi très, très actif dans des zones, dans des régions stratégiques du monde où, à première vue, il n'a rien à faire. Il est très actif en Colombie, il est très actif en une série de pays d'Amérique latine, derrière des milices d'extrême droite, derrière des escadrons de la mort, derrière des coups d'État putschistes. La même chose dans une série de pays en Afrique. Et donc, il y aurait un grand intérêt, d'ailleurs là, en tant qu'éditeur, je lance un appel pour trouver un auteur qui veut bien relever ce défi. On devrait faire un livre montrant toutes les interventions, les ingérences, les petits complots auxquels Israël participe dans l'ensemble de la planète, dans un rôle d'agent des États-Unis et en même temps avec toute une série d'initiatives pour ses propres intérêts. Donc, on devrait vraiment écrire là-dessus et documenter, que les gens se rendent compte que vraiment c'est une sorte de sous-impérialisme qui apporte vraiment des dangers partout où il intervient. Dans le cas du Maghreb, oui, c'est un alignement qui est dangereux. Ce rapprochement et ces traités, ces accords qui sont conclus maintenant entre le Maroc et Israël, c'est pas nouveau évidemment. Dans l'émission avec Ahmed Ben Sada, il a très bien éclairé que c'est pratiquement depuis le début, puisque on a des livres et aussi des révélations même du côté israélien qui ont indiqué que le flirt, l'histoire d'amour entre le régime marocain et le régime sioniste, c'est très vieux, puisque Hassan II a fait appel, a été aidé par les Israéliens pour kidnapper et assassiner l'opposant Ben Barka en 1965. Hassan II a trahi la cause arabe en laissant enregistrer par les barbouzes sionistes
toute une conférence internationale qui avait lieu en 67 à Casablanca, où donc Nasser et tous les pays arabes étaient venus échanger, sachant qu'Israël préparait une agression. Et ça avait joué un rôle très important parce qu'en réalité, à part l'Égypte, beaucoup de régimes arabes ne voulaient pas vraiment s'en prendre, résister à Israël et soutenir les Palestiniens. Et donc, dans la conférence, on avait surtout entendu l'impréparation, les divisions entre les pays arabes et le fait que si Israël attaquait, il n'aurait pas une résistance à la hauteur. Et donc, ça a été une aide très, très précieuse pour Israël pour déclencher cette guerre et coloniser encore un peu plus la Palestine et devenir le flic de la région. Donc, c'est vieux, ça s'est poursuivi, puisque Hassan II avait des rues et des places, et des avenues, et même un timbre-poste en Israël. Donc, en Israël, on savait très, très bien que c'était un agent, un allié très précieux d'Israël. Et malheureusement, cette histoire se renforce avec Mohamed VI. Et je pense qu'il faut comprendre que si Mohamed VI collabore à ce point avec Israël, ce qui est à l'encontre de toutes les convictions du peuple marocain, qui, comme tous les autres peuples arabes et musulmans, défilent régulièrement quand Israël agresse la Palestine et démontre sa solidarité. Ben voilà, on a un régime qui pense et agit exactement le contraire de sa population. C'est quand même la définition d'un régime qui n'est pas démocratique. Et là, on voit bien que Mohamed VI collabore avec Israël, aide Israël, risque de laisser Israël provoquer des conflits régionaux avec les États-Unis, bien entendu. Tout ça dans cette stratégie de diviser la région et d'affaiblir ceux qui résistent aux États-Unis, à l'Europe, à Israël. Donc c'est quelque chose de très préoccupant dont on devrait parler. Et je pense que si Mohamed VI fait ça, c'est parce qu'il sait que son régime, au fond, est faible. Vous savez, il y a énormément de prisonniers politiques, il y a énormément de journalistes qui sont en prison, il y a des pratiques de torture, et on reçoit énormément de témoignages là-dessus. Et si ça se passe, c'est parce que le régime marocain est profondément injuste à l'intérieur. Vous avez un très grand appauvrissement de la population, qui touche particulièrement les femmes, et vous avez de l'autre côté des richesses très importantes, à commencer par celle du roi et de sa cour, bien entendu, qui s'approprient les richesses, je pense au phosphate, je pense à la pêche, je pense aux différentes richesses et au travail de tous les Marocains. Ça devrait être un pays prospère, ça devrait être un pays où la pauvreté est en élimination, mais pas du tout. Et donc, quand un régime a comme ça des raisons d'être détesté de sa population, il a besoin de parrains, de protecteurs étrangers, les États-Unis, la France, Israël, et il a besoin de faire diversion, il a besoin de boucs émissaires et de dire, voilà, si on a des problèmes, c'est à cause du Sahara occidental, c'est à cause de l'Algérie, c'est à cause des pays qui nous entourent. C'est pas notre faute, mais en réalité, ce sont des diversions qui veulent dresser en fait la population du Maroc contre de faux ennemis. Et est-ce que l'Algérie doit craindre cette histoire d'amour israélo-marocaine? Je pense que oui, il faut être très vigilant, mais bon, je n'ai pas de leçon à donner. Je pense que vigilants, ils le sont déjà. Maintenant, on ne doit pas non plus penser que les gens de ce camp-là sont tout puissants. Il y a un certain affaiblissement des États-Unis, de l'Europe et une mise en difficulté d'Israël dont on devrait parler peut-être si on a le temps tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense qu'il faut sans paniquer voir que on est dans la pression pour faire capituler la souveraineté de l'Algérie. Je lisais hier un article du Jerusalem Post qui disait que voilà, les Algériens sont extrêmement inquiets de la collaboration entre Israël et le Maroc, inquiets sur le plan militaire déjà.
Je crois que ça fait partie des moyens de pression pour justement créer la panique, etc. Donc je dirais vigilant, oui, et en panique, non. L'Algérie, de son côté, elle n'est pas seule. Est-ce qu'on peut parler désormais de deux axes bien distincts, l'axe Amérique, Israël, Maroc et l'axe Algérie, Chine, Russie? Je pense que si on analyse la perspective mondiale, les axes sont encore plus larges que ça, mais en fait, on assiste à une évolution assez rapide de l'histoire qui, à mon avis, est liée à la crise économique, financière, morale du capitalisme en général. L'accélération de l'histoire, c'est que les États-Unis ont été au sommet de leur puissance en 1945. Ils avaient bien profité de la Seconde Guerre mondiale, où ils avaient d'ailleurs une stratégie extrêmement perverse, on va dire, qui était de ne pas intervenir, de ne pas mettre leurs troupes pour arrêter la menace hitlérienne, la menace fasciste, de laisser les Britanniques et les Soviétiques, surtout les Soviétiques, porter le poids de la guerre, subir de grosses pertes, s'endetter, et donc de tirer les marrons du feu. Et pendant 3 ans, les États-Unis ont refusé d'intervenir militairement. Et quand ils ont vu que l'URSS était en train de libérer l'Europe et avait à elle seule, en fait, vaincu l'armée nazie, alors ils sont intervenus dardard en Europe pour essayer de garder leur contrôle sur l'Europe. Mais ce contrôle a bien fonctionné tant que la situation économique et financière était positive, donc on va dire en gros de 45 à 75. Mais là, quand déjà vers 71, quand le déclin économique et financier des États-Unis sous Nixon devient évident, là, les contradictions deviennent plus fortes entre les États-Unis et l'Europe. Et là aussi, il y a clairement un affaiblissement. Les États-Unis ont bombardé beaucoup de pays, je rappelle, dans cette période, mais après leur défaite au Vietnam et avec l'Union soviétique qui faisait contrepoids, ils n'ont pas osé lancer de grandes guerres. De nouveau, déjà, ils n'étaient pas capables de les gagner, et puis ça leur coûtait cher, et dans l'opinion internationale, ils étaient devenus vraiment très impopulaires. Mais lorsque l'Union soviétique a disparu et le camp de l'Europe de l'Est aussi, à ce moment-là, les États-Unis ont montré toute leur arrogance et se sont dit maintenant, on y va, on déclenche la guerre contre l'Irak pour rafler son pétrole, pour contrôler le pétrole au Moyen-Orient, pour mater les Arabes et les musulmans. On attaque la Yougoslavie pour affaiblir la Russie, pour éliminer une armée indépendante. Il y avait beaucoup de points communs entre la Yougoslavie et l'Algérie dans toute cette époque-là. Et donc, deux guerres pour détruire la Yougoslavie. Après, on recommence contre l'Irak. Je vous rappelle les fameuses paroles du ministre Rumsfeld, selon le témoignage du général Wesley Clark, qui disait nous allons maintenant, nous allons dans les années qui viennent attaquer 7 pays, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Liban, la Syrie, le Soudan, encore un qui ne me revient pas. Et donc, tout ça, ils ont essayé de le réaliser par des guerres directes ou par des coups d'État ou des guerres civiles provoquées. Mais au final, que voit-on maintenant? Ils ont pu faire ça avec une certaine impunité jusqu'à la guerre contre la Libye, hein, la guerre d'Obama, Clinton, Sarkozy contre la Libye. Mais après, contre la Syrie, ils ont échoué. Ils auraient voulu, et Israël aurait voulu attaquer l'Iran, ils n'ont pas pu. Et donc, on assiste maintenant à un renforcement de ce que j'appellerais le front de la résistance. Au niveau local, le Hamas à Gaza n'a pas cédé face aux bombes. Le Hezbollah a infligé au Liban une défaite très importante à Israël, qui a montré l'exemple. Les peuples de la région commencent à reprendre l'idée US Go, rentrer chez vous.
Les États-Unis ont dû quitter l'Afghanistan de façon lamentable, sur un échec total. Sur l'Irak, on voit bien aussi que ça ne leur rapporte pas. Donc, on voit qu'il y a un affaiblissement de ce camp-là, et en même temps, il est tellement désespéré, et l'arme militaire est un peu la dernière possibilité qu'ils ont d'imposer leur domination, la domination des multinationales US. Donc, on voit qu'en même temps, on est dans une période dangereuse. Ils sont affaiblis et peut-être que ça les rend dans l'immédiat assez dangereux aussi. Et donc, je crois qu'au niveau mondial, on voit qu'ils ont essayé d'écraser la Russie. Ils ont placé pour ça à sa tête un bonhomme corrompu, alcoolique et vraiment nul comme Yeltsin, qui faisait tout ce que ses patrons lui disaient. Ça a provoqué une grande catastrophe sociale et l'explosion de la pauvreté et des conflits en Russie et dans toute la région. Mais là, il y a eu un coup d'arrêt. Et on voit maintenant que le facteur principal, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine, qui a réussi à sortir quasiment 800 millions de gens hors de la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment une démonstration pour tous les peuples de la planète que c'est possible, mais qu'il faut réfléchir en dehors du système imposé par le capitalisme occidental, qu'il faut oser prendre d'autres solutions. Et on voit que ce renforcement économique, financier, a changé les rapports de force. Je lisais récemment que on est en train de préparer un marché commun de l'ensemble de l'Asie et de l'océan Indien, qui sera le plus important du monde, pratiquement un tiers du commerce mondial, qu'on va diminuer progressivement les barrières, qu'on va donc renforcer les échanges, et toute cette région est en train de devenir déjà la plus importante de l'économie mondiale, plus importante même que l'ensemble formé par les États-Unis et l'Europe. Donc sur cette base, on voit maintenant que les États-Unis ont essayé d'encercler la Chine, qu'il y a toute cette guerre psychologique avec Hong Kong, Taïwan, les mensonges sur les Ouïghours, une série d'autres opérations de chantage et de déstabilisation qui échouent. La Chine ne se laisse pas faire. Et donc, il y a maintenant, en Asie, il y a eu l'OCS, l'Organisation pour la coopération de Shanghai, regroupant la Chine, la Russie et de plus en plus de pays membres pour justement lutter contre les ingérences des États-Unis et le terrorisme. Il y a maintenant cette zone de libre-échange qui serait étendue à l'Océanie. Et donc, le rapport de force mondial change. Et c'est pourquoi je disais il y a un instant qu'on peut vraiment prendre confiance dans la possibilité de faire échec aux États-Unis, de défendre la souveraineté des peuples et de résister, de définir soi-même quel système économique et social on veut et de relever les défis importants qui se présentent à l'ensemble des peuples du Maghreb. Je pense, sans donner la leçon et en étant juste un Européen qui observe et qui fait des comparaisons, je pense que les trois peuples du Maghreb sont face à des défis importants en matière de démocratie, de corruption, de développement économique et social, de lutte contre la pauvreté, et que donc il y aurait vraiment un grand intérêt à comparer et à essayer de résister ensemble justement à ce front du capitalisme occidental. Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de pays dits arabes qui étaient donc la cible de ce que vous appelez les puissances occidentales. Euh, L'Algérie a connu une guerre qu'on a appelée tantôt une guerre fratricide, une guerre intestine, une guerre contre le terrorisme, une guerre civile. Je parle de donc la guerre d'Algérie dans les années 90. Hein. Vous savez que en 1992, l'Algérie a été contrainte d'interrompre le processus électoral. Hein. Vous pensez que derrière cette guerre qui a perduré 10 ans, et qui a fait 200 000 morts. Vous pensez que là aussi, il y avait une main étrangère derrière?
Je pense que l'ensemble du phénomène qu'on a appelé le terrorisme islamiste, mais ce nom, je le considère pas correct parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. On devrait dire le terrorisme takfiriste. Je pense qu'effectivement, c'est un phénomène qui peut avoir des racines locales, mais qui est surtout un phénomène qui a été encouragé, financé, manipulé par les États-Unis. Dans un livre qui s'appelle Je suis ou je ne suis pas Charlie, après les attentats de Paris, et dont le sous-titre est Réflexions sur la guerre, la terreur, l'islam et la liberté d'expression, j'avais indiqué qu'en fait, ce terrorisme avait démarré avec les États-Unis et un certain Brzezinski, excusez-moi, avait en fait démarré avec Zbigniew Brzezinski, qui avait lancé ce que j'ai appelé l'opération Ben Laden. L'opération Ben Laden consistait à renverser un régime progressiste qui était venu au pouvoir en Afghanistan, qui avait des points communs avec l'Algérie d'ailleurs, un régime où, dirigé par les communistes afghans, on avait émancipé les femmes, libéré les paysans par rapport aux propriétaires féodaux, développé l'université, les routes, les infrastructures, la culture. Et donc, c'était clairement la meilleure période de l'histoire de l'Afghanistan, longtemps soumis à la colonisation britannique et à différentes forces très rétrogrades. Mais ça ne plaisait pas aux États-Unis parce que l'Afghanistan, c'est une position stratégique au cœur du continent asiatique pour contrôler, notamment, pouvoir faire des ingérences contre la Chine. Quand on regarde la carte, on le voit bien. Et deuxièmement, l'Afghanistan était ami avec l'Union soviétique. Et donc ça, dans le climat de guerre générale contre l'URSS, les États-Unis ont décidé d'y mettre fin. Et Zbigniew Brzezinski a organisé l'opération Ben Laden, c'est-à-dire envoyer les précurseurs d'Al-Qaïda en Afghanistan, commettre des attentats, du terrorisme, des actions vraiment abominables, particulièrement contre les femmes et la démocratie. Et ils leur ont fourni des armes, du financement, des camps d'entraînement. Et donc, ça a été une utilisation extrêmement cynique et le développement de ce terrorisme. D'ailleurs, quand un journaliste français du Nouvel Observateur, en 98, je pense, a dit à Brzezinski, vous n'avez pas un peu des remords d'avoir développé ce qui allait devenir Ben Laden et le terrorisme, etc. On est là 3 ans avant les attentats du 11 septembre, évidemment. Mais Brzezinski répond en rigolant, mais non, quelques excités islamistes, c'est vraiment pas important. Nous, ce qui nous comptait, c'était d'attirer l'Union soviétique dans le piège d'une guerre du Vietnam et de renverser ce gouvernement progressiste. Donc, en fait, dans le livre que je mentionnais, j'ai indiqué que la recette de l'opération Ben Laden a été jugée tellement intéressante par les États-Unis que même après Brzezinski, ils ont continué. Ils ont employé le terrorisme dit islamiste contre la Russie, dans le Caucase, en Asie centrale, et ensuite, dans un cas que j'ai beaucoup étudié, la Libye, c'est clairement le Al-Qaïda libyen qui a servi de troupe de choc pour les États-Unis qui voulaient bien bombarder, mais pas envoyer leurs soldats au sol, craignant la résistance comme en Irak. Donc, il y a une longue histoire de cette manipulation du terrorisme par les États-Unis, qui l'ont utilisé. D'ailleurs, dans un livre que j'ai rédigé qui s'appelle USA, les 100 pires citations, où je donne la parole à toute une série de présidents et de ministres et de hauts responsables stratèges des États-Unis, je citais notamment Hillary Clinton, qui disait au moment d'une campagne électorale, oui voilà, c'est ici, qui disait oui, nous avons financé Al-Qaïda. Nous, États-Unis, nous avons financé Al-Qaïda. Elle l'a dit textuellement
dans une audition, si je me souviens bien, il y a une vidéo YouTube, oui, c'est devant une commission du Congrès, on lui dit, mais enfin, quand même, Al-Qaïda, Ben Laden, et elle dit, voilà, nous devons avoir le courage de reconnaître que c'était, je cite, hein, nous les avons financés il y a 20 ans, ce n'était pas un mauvais investissement, nous devons accepter la responsabilité d'y avoir contribué. Et d'autres citations de dirigeants US dans le même livre indiquent que les États-Unis ont continué à financer et à soutenir des terroristes, soit via l'Arabie saoudite, le Qatar et des pays comme ça, soit directement. Kerry dit la même chose aussi, même à propos de Daesh en Syrie, qu'on ne va sûrement pas intervenir pour bloquer Daesh. Il faut au contraire que Daesh renverse le gouvernement syrien, ce sera bon pour les États-Unis. Donc vous voyez, il y a une longue filière dans cette utilisation, cette manipulation du terrorisme au, partout dans le monde. Et oui, il y a des études qui ont été faites. Moi, je n'en suis pas un spécialiste, mais la France aussi a joué un rôle très trouble là-dedans. Au moins, elle se réjouissait de ce qui arrivait. Et je pense que c'est aux historiens de creuser justement par rapport à l'Algérie. Il faudrait que ce soit beaucoup plus diffusé aussi en Europe et aux États-Unis. En tout cas, la déstabilisation de, pardon, de l'Algérie dans les années 90 a fait évoluer ce pays quant à ses paradigmes diplomatiques et stratégiques. L'Algérie a engagé une coopération, vous le savez, avec l'OTAN, dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue méditerranéen de l'OTAN. Elle a tant bien que mal soutenu une coopération internationale et régionale dans le but de réduire le terrorisme. Comment vous évaluez la contribution de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme? Je ne vais pas dire islamique pour ne pas reprendre les expressions européennes ici, mais le terrorisme tout court, auquel visiblement vous ne croyez pas, hein, Michel Colland, et vous pensez que c'est une pure création des États-Unis, avouée par eux-mêmes, Une pure par la voix création. de leur ancienne secrétaire d'État, Madame Clinton. Une pure création, ce n'est pas les mots que j'ai employés. J'ai dit que du terrorisme peut avoir des racines locales, mais que c'est directement utilisé quand ça les arrange par les États-Unis. Et c'est ça les déclarations de responsables US que j'ai mentionnées. Il y avait James Baker aussi. Je pense que on se fait des illusions si on pense qu'en collaborant avec l'OTAN et avec l'Europe, on va sauver sa peau et s'en sortir et qu'ils vont vous respecter. Il y a eu une collaboration. Et on appellerait ça une diversification stratégique de la part d'Algérie qui était classée plutôt vers l'Est, hein, Russie et plus tard la Chine. Oui, j'entends bien. Mais je veux dire qu'il ne faut pas se faire des illusions sur le fait qu'en collaborant un peu ou un peu plus avec l'OTAN et avec l'Europe, on sauverait sa peau. Kadhafi a essayé de le faire, ça lui a coûté très cher. Le gouvernement syrien aussi. On a collaboré contre le terrorisme. Kadhafi a fourni des renseignements, il a fait des avances, il a fait des concessions. Les États-Unis et Sarkozy ont utilisé ça contre lui pour justement le renverser et ils ont collaboré avec ces mêmes terroristes. C'est très très clair dans le cas de la Libye, puisque l'amiral Stavridis, qui commandait les forces de l'OTAN, a dit oui, oui, il y a des membres d'Al-Qaïda qui sont engagés dans les forces que lui appelait les forces de libération, mais ils le font à titre individuel. Bon, ça c'est une nuance totalement hypocrite. Oui, il y avait vraiment une collaboration avec Al-Qaïda, et il y a eu une collaboration au début des années 2000 entre la Syrie et les États-Unis contre le terrorisme, mais vous ne pouvez pas faire confiance aux États-Unis ni à la France comme partenaire, ça se retournera toujours contre vous. Clairement. Moi, j'aimerais qu'on revienne un tant soit peu sur la crise algéro-marocaine. À votre avis, à qui elle profite? Oh, clairement, on est dans une opération de fragmentation et de balkanisation. Vous savez, si vous êtes une grande puissance impériale comme les États-Unis ou la France,
Ce que vous devez faire, parce que vous ne pouvez pas envoyer vos troupes tout le temps, ça coûte cher, ça susciterait des résistances et au final, vous ne pouvez pas gagner parce que vous n'êtes pas sur votre terrain, vous êtes l'envahisseur. Donc, ce que vous devez faire, c'est essayer ce que j'ai appelé dans un livre d'entretien avec Mohamed Hassan, ce que nous avons appelé la stratégie du chaos. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas le contrôler à fond et tranquillement, vous devez essayer de semer le chaos, de foutre le bordel, pour employer l'expression qui convient. Et donc, on remarque que les colonialistes, ou les nouveaux colonialistes actuellement, emploient toujours cette même stratégie de diviser pour régner. Donc, ce qu'ils veulent, c'est empêcher que les trois peuples du Maghreb, et même plus largement, bien entendu, aussi la Mauritanie, la Libye, etc., que tout cela forme une alliance régionale pour être plus fort, justement, pour défendre la souveraineté et déterminer son avenir de façon indépendante. Je pense que c'est un phénomène qu'on voit absolument partout. Au Moyen-Orient, les États-Unis, les Français, les Britanniques ont tout fait pour empêcher qu'il y ait un bloc des pays arabes et musulmans, avec l'Iran qui devrait en faire partie. Et ça a été une stratégie délibérée de provoquer la guerre Iran-Irak, de provoquer les affrontements autour de l'Irak et d'isoler Saddam Hussein. Et donc, il y a même des plans dont nous avons parlé dans le livre, de balkanisation, de fragmenter aussi bien l'Irak que la Syrie, que la Libye. Et certains disent même que l'Arabie saoudite pourrait être un jour l'objet de ce genre de plan. Ça existe, c'est documenté. Donc, cette stratégie de diviser pour régner, elle est à l'œuvre au Moyen-Orient. Elle est à l'œuvre aussi dans un pays que je connais bien, le Congo ex-belge, qui est peut-être bien le pays le plus riche de la planète, avec la population quasiment la plus pauvre. Et là aussi, chaque fois qu'il le faut, les colonialistes belges et autres essayent de diviser le Congo en plusieurs zones, d'organiser des sécessions et de faire en sorte que les richesses stratégiques se trouvent dans des États régionaux faibles et échappant au pouvoir central et que leurs richesses ne servent pas à sauver la population de la pauvreté. Ils ont fait ça en Amérique latine, ils ont fait ça en Asie, ils font ça dans la corne de l'Afrique en essayant de provoquer des guerres contre l'Érythrée, puis maintenant contre l'Éthiopie. Et ce que je vois, c'est que dans une série de régions du monde, on a des pays qui peuvent être très progressifs ou simplement soucieux de leur indépendance. On a des pays qui font de gros efforts pour s'unir et créer des unités régionales économiques, politiques, voire de coopération militaire, voire de coopération sanitaire aussi. Et on a des exemples qui sont fournis, deux exemples à mon avis qui sont intéressants. Il y a la Chine dont j'avais parlé avec les blocs qui se forment maintenant en Asie pour la coopération générale et pour échapper aux États-Unis, à la Banque mondiale et au FMI. Alors justement, la présence chinoise est bien réelle en Algérie, au Oui, Maghreb, en Afrique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? J'aimerais 2 minutes expliquer qu'il y a un exemple, à mon avis, très positif qui s'est déroulé en Amérique latine. Vous savez, en Amérique latine, les États-Unis ont longtemps considéré que ça leur appartenait, que c'était leur jardin, que les richesses et le travail étaient pour eux. Et avec Hugo Chavez arrivé au pouvoir en 99-2000, avec Hugo Chavez, on a vu d'autres gouvernements opérer des très grandes réformes profondes de leur société et une coopération qui s'est formée. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec vraiment beaucoup de gouvernements de gauche et indépendants, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, l'Uruguay, des gouvernements progressistes au Brésil et en Argentine. Et il y a eu des coopérations sur le plan de la santé, de la culture, de l'économie, sur le plan militaire aussi contre les coups d'État et les invasions. Et l'Amérique latine faisait des progrès. Alors ça a suscité une réaction très violente des États-Unis
qui ont essayé de renverser Chavez et puis Maduro, ça n'a pas réussi, qui ont renversé Evo Morales, mais ils sont revenus, qui ont déclenché un coup d'État au Honduras et encore d'autres, qui ont fait un coup d'État civil au Brésil contre Lula et Rousseff. Et donc maintenant, on voit bien que les populations comprennent ça, sont en train de nouveau de voter pour des gouvernements beaucoup plus progressistes et souverains, et qu'il y a une unité qui se reforme en Amérique latine. Je dis ça parce que c'est une tendance mondiale, et je pense que ce serait vraiment bien qu'il y ait la même chose au Maghreb. C'est-à-dire de se dire, voilà, nous avons des richesses, l'Algérie a beaucoup de richesses, le Maroc en a aussi, la Tunisie également, il y a de toute façon le travail des gens qui est la richesse fondamentale. Nous avons des richesses, on peut s'en sortir, on peut mettre fin à la pauvreté, mais la condition pour ça, c'est de rétablir notre souveraineté et pour être plus fort, d'établir des unions régionales qui peuvent justement être plus fortes, plus résistantes par rapport aux grandes puissances. Je Alors pense que ça justement, serait la clé. Michel Colland, vous faites un beau parallèle hein, entre les deux blocs, les deux régions, l'Amérique du Sud, et je rappelle que l'Amérique du Sud est plutôt votre domaine de prédilection. Je vous connais depuis une petite trentaine d'années, j'étais encore à l'université ici à Bruxelles, quand vous avanciez des informations qu'on avait rarement entendues. Nous, étudiants universitaires à l'ULB, à l'UCL et ailleurs. Je parle de la partie francophone en tout cas. Mais c'est un beau parallèle. Euh, Peut-être, sans doute, que les pays de l'Amérique du Sud ont avancé un peu plus rapidement que les pays du Maghreb. Et c'est peut-être pour cette raison que une union du Grand Maghreb n'est pas pour demain, mais c'est très très bien de le dire. Mais j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que signifie aujourd'hui la présence chinoise, qui est bien réelle, comme je le disais tout à l'heure, en Algérie, au Maghreb, y compris au Maroc, en Afrique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour l'Algérie au plan économique et stratégique? Est-ce que ça va lui permettre une sorte de rééquilibrage dans cette petite région qui est le Maghreb central hein. Donc on parle que de la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Oui, ça peut être une bonne chose. Ce n'est pas la solution miracle parce que la clé, c'est qu'est-ce que vous faites des richesses qui sont dans votre sol ou dans votre économie? Comment vous organisez une économie sociale qui va permettre aux gens de sortir de la pauvreté, de s'épanouir, de libérer les femmes aussi, de donner un espoir à la jeunesse, justement pour ne pas tomber dans les filets du terrorisme. Donc la clé, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous faites de vos richesses? Est-ce qu'elles vont profiter à une élite qui va se remplir les poches? Et dans tous les pays du Maghreb, on a des problèmes de corruption qui doivent être traités très très sérieusement. Donc le fait d'avoir d'autres alliés n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment de, de placer les richesses économiques au service de l'ensemble de la population et pas d'une minorité. Mais effectivement, l'arrivée de nouveaux partenaires, la Chine et d'autres, euh, à mon avis, peut aider beaucoup justement à échapper au chantage des États-Unis et de l'Europe. Parce que comment ça se passe en général quand les États-Unis et l'Europe contrôlent un pays? Et ça veut dire que ce sont eux qui désignent le président, ce sont eux qui désignent quelle est la politique économique financière qu'on va suivre. Ils prennent les beaux morceaux par des privatisations plus ou moins déguisées. Ils vous disent de diminuer vos dépenses en matière de santé et d'éducation, alors qu'il faut faire exactement le contraire. Il faut, comme certains pays d'Amérique latine, donner un grand pourcentage du PIB à la santé et à l'éducation, parce que ce sont deux facteurs fondamentaux pour que les gens aillent mieux, se sentent mieux, soient capables justement d'apporter beaucoup plus à une vraie économie et ne pas se contenter d'être des exportateurs d'une marchandise et des importateurs d'une ressource naturelle et des importateurs de marchandises qui viennent de l'étranger. Donc tout ça est vraiment, vraiment nécessaire. Je crois qu'il y a effectivement
des leçons à tirer de ce que Chavez, Maduro, Evo Morales et d'autres en Amérique latine ont fait avec leur richesse et avec leur économie pour, euh, pour justement libérer les pays. Mais c'est clair que l'arrivée de la Chine comme partenaire est une bonne mise à distance pour échapper au chantage des États-Unis et particulièrement de la France. La France, avec la France-Afrique, et là je pense évidemment, il ne faut pas séparer le continent africain, c'est une unité. Mon ami Saïd Ouamama, dans son fameux manuel de l'Afrique où il examine chacune des régions, il y a toute une partie sur le Maghreb, il y a toute une partie sur l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, la Corne et la Sud. Il dit la clé pour l'Afrique, c'est le panafricanisme, c'est-à-dire de briser ce que les colonialistes ont fait, c'est-à-dire séparer le Maghreb et l'Afrique noire, alors qu'en fait c'est un seul continent et ça doit former un seul peuple quelque part qui se libère justement et qui accède au bien-être et au développement social. Et donc voilà, avoir d'autres partenaires comme la Chine, mais d'autres pays africains aussi, d'autres pays latino-américains. Ça, c'est vraiment fondamental à mon avis pour échapper à ce que le célèbre économiste Samir Amin appelait la dépendance. Mhm. Michel Colland, vous annonciez en 2013 que l'Algérie est clairement la suivante sur la liste. Si elle ne plie pas, elle n'a pas plié ou est-ce qu'elle l'a plié parce qu'elle n'a pas été la suivante? Quand vous disiez la suivante, on est en 2013, ça veut dire que ce qu'on appelait à l'époque le printemps arabe s'était déjà déclenché en Tunisie, ensuite en Égypte, en Libye, la Syrie, etc. Et comment c'est une erreur d'analyse de votre part? Elle Quand est je, encore debout, l'Algérie. quand je disais la suivante, c'est la suivante menacée. C'est pas la suivante qui va forcément tomber. Je ne suis pas un pessimiste. Moi, je crois que les peuples sont les plus forts en définitive. C'est seulement quand on les divise qu'ils ne savent plus quoi faire et qu'ils sont affaiblis. Mais les Mais peuples comment vous sont expliquez le forts. fait qu'elle soit encore debout? Je pense justement que l'exemple de ce qui est les impérialistes des États-Unis et de l'Europe ont fait en Libye et en Syrie et en Irak aussi a été un très très bon professeur pour le peuple algérien et d'autres peuples qui ne veulent pas se soumettre. On voit bien que on a toujours des beaux discours et des belles promesses. On va vous apporter la démocratie, et je veux bien que dans le monde arabe et musulman, il y a encore beaucoup à progresser sur ce chemin-là. On va vous apporter la démocratie, on va vous apporter le bien-être. Si vous faites du commerce avec nous, ça va aller très bien. Mais que montre la réalité? C'est que quand vous faites du commerce et que vous êtes soumis aux États-Unis, en réalité, l'écart entre les pays riches et les pays pauvres s'aggrave et vous n'avez plus le contrôle de votre économie, vous n'avez plus les ressources fondamentales pour apporter, comme je disais, la santé, l'éducation et des boulots à la jeunesse pour votre population. Donc, c'est clair qu'ils ne sont pas la solution, ils sont le problème. Et quand ils font une intervention militaire ou une prise de contrôle par des agents interposés, comme en Irak, où là il y avait vraiment une occupation, et comme en Libye, ça tourne à la catastrophe. Donc je crois que ça a aidé les Algériens à voir clair que ceux qui se disaient leurs amis ne l'étaient pas forcément et qui pouvaient être très dangereux. Vous m'inspirez une question et j'aimerais beaucoup vraiment que vous me répondiez directement. On a très longtemps fait la corrélation entre la démocratie et le développement économique. Les pays occidentaux en général, les vieilles démocraties occidentales, disent aux pays en voie de développement que si vous rejetez la démocratie, vous n'allez jamais vous développer. Là, on a une preuve qui dit le contraire. La Chine s'est réveillée en silence, elle avance
en silence, elle s'est développée d'une manière fulgurante en silence, et économiquement, j'entends, mais sa démocratie, la question de la démocratie en Chine n'a pas bougé d'un iota. Est-ce que ça n'est pas une contre-vérité? Dans le sens où, oui, les nations peuvent se développer économiquement sans pour autant se démocratiser. Je crois qu'il serait intéressant d'inviter un bon expert de la Chine comme Rémi Herrera ou Frank Willems ou d'autres pour évaluer que valent nos définitions de la démocratie. Je lisais pas plus tard que ce matin des études venant des États-Unis disant que le taux de satisfaction de la population chinoise envers ses dirigeants sur le plan économique, social, sanitaire, etc., était 2 fois plus élevé que le taux de satisfaction aux États-Unis. Donc, avec vos définitions, comment expliquer ça? Je pense que la démocratie n'est pas quelque chose qui se résume à on vote, on a le choix entre beaucoup de partis et entre 2 élections tous les 4 ou 5 ans, entre les 2 élections, on n'a pas grand-chose à dire. Et en fait, ça a été dit par Madame Mitterrand, Danielle Mitterrand, interviewée par mon ami Hernando Calvo Espina, ça se trouve sur Investigation. Il lui posait la question, est-ce que les États-Unis et la France, qui disent un peu partout suivez-nous, suivez notre exemple et devenez des démocraties comme nous, est-ce que ce sont vraiment des démocraties? Et Madame Mitterrand a répondu d'une manière très fine, elle avait un peu l'expérience en tant que conjointe officielle du président de la République pendant 14 ans, elle a répondu je ne crois pas que les États-Unis et la France soient des démocraties. Ils ont fait 4 ans ou 5 ans. Et après, les gens qui ont été élus font passer des lois qui n'ont jamais parlé avant et sur lesquelles nous n'avons rien à dire. Alors pour moi, la définition de la démocratie serait plus large que simplement on vote tous les 4 ans et tous les partis qui se présentent ont le choix. Parce que la définition d'une ministre bolivienne il y a quelques années de la santé, je crois, disait un gouvernement est démocratique quand il prend à cœur les besoins fondamentaux de sa population. Alors là, on est déjà en train d'un peu nuancer. Aux États-Unis, vous avez tous les candidats à la présidentielle qui vous disent avec moi, vous allez avoir plus d'argent, plus de revenus, la santé, etc. Et une fois arrivés au pouvoir, ils font le contraire. Biden avait promis de relever le salaire minimum qui est dramatiquement bas aux États-Unis, il ne le fera pas. Toutes ces promesses sociales, ce sont des promesses purement électorales. En France, on a la même chose. On a un certain François Hollande qui fait un grand discours. Moi, je suis contre la finance internationale, mais en coulisses, il a déclaré exactement le contraire quand il est allé à la Bourse de Londres. Et quand on voit son quinquennat, les pauvres sont plus pauvres qu'avant et les riches plus riches. Et donc, je pense que on doit prendre la définition autrement et on doit réfléchir pourquoi les Chinois sont plus satisfaits de leur gouvernement. Ce sont les sondages des États-Unis qui le disent que les gouvernements français, belges ou états-uniens. Le taux de confiance, plutôt le taux de méfiance dans les pays occidentaux envers leur gouvernement, il explose, quoi. Les gens sont dans la rue, ils ne croient plus ce qu'on leur dit, ils en ont marre. Simplement, ils ne croient pas qu'il y a une alternative parce que depuis qu'on est tout petit, on leur a répété il n'y a pas d'alternative, le changement est impossible. Donc, ils sont hyper méfiants, mais découragés. Donc, pour moi, ce n'est pas une belle définition de la démocratie. Ça, j'espère que ce sera autre chose.
Et je trouve qu'on a besoin d'une démocratie beaucoup plus participative, c'est-à-dire qu'il faut faire participer les gens par l'information, par des débats, par des discussions sur toutes les réformes. Je pense qu'il faudrait avoir de larges débats et des référendums sur toutes les réformes importantes qui engagent notre vie et que, notamment, la répartition des richesses entre les ultra-riches, entre cette petite couche de multimillionnaires et de gros milliardaires et la majorité de la population, c'est ça qui doit changer. Et ça ne changera pas en votant pour un président qui fait des promesses et puis après qui est soumis à des chantages. Donc je crois que on doit réévaluer ça. Et vous savez, les États-Unis mettent beaucoup d'argent pour essayer d'encourager, d'implanter leur parti dans des pays comme Cuba ou la Chine ou d'autres. Ce n'est pas la solution. Si les États-Unis, qui ont des milliards de dollars, mettent un paquet pour soutenir leurs candidats, pour offrir des gadgets, pour faire des promesses, pour faire des campagnes électorales modernes qui vont tromper les gens qui ne sont pas avertis et conscients, j'appelle pas ça la démocratie parce qu'ils font ça dans toute une série de pays. Et puis leurs candidats sont démasqués, c'est pas grave, on en amène un autre et on recommence la même chose et les gens se désespèrent. Donc je pense qu'on doit avoir des conditions pour la démocratie. Quand un peuple est très très pauvre, il faut assurer au plus vite un certain développement, une certaine souveraineté, et alors organiser de vraies élections, mais pas des élections qui sont ouvertes aux agents des États-Unis et à des gens comme ça. Je pense que les élections doivent se dérouler entre les gens qui représentent vraiment le peuple et sont indépendants. Alors justement, qu'est-ce qui empêche l'Algérie de se développer, de se démocratiser? Je rappelle, Michel, que l'Algérie est un des rares pays au monde à avoir une dette extérieure égale à zéro. Qu'est-ce que cela représente pour les grandes institutions financières internationales? Je pense à la Banque mondiale, au FMI, à la BEI notamment. C'est vrai qu'un pays qui n'a pas de dette, il faut lui faire des compliments et en même temps, c'est un grand danger. C'était le cas de Kadhafi aussi, qui voulait justement servir de banque alternative pour aider le continent africain à se développer. C'est pour ça qu'on l'a assassiné. Et donc, oui, si l'Algérie n'est pas endettée, n'importe quelle famille, n'importe quel ménage citoyen dirait: ah ben c'est bien, bravo. Euh, mais justement, c'est un peu un danger. Donc, j'aimerais citer une conversation que j'ai eue en 2010. J'ai visité l'Érythrée, vous savez, c'est un pays dont on dit tellement de mal dans les médias occidentaux, donc je suis allé me faire mon opinion par moi-même. On a pu circuler partout et rencontrer beaucoup de gens dans un pays qui était pauvre, c'était clair, mais qui était en train de prendre toute une série de mesures pour la santé et l'éducation et pour se développer. Et puis, j'ai rencontré le président d'Érythrée, Isaias Afewerki. On a fait une interview vidéo. C'est dans un film d'ailleurs, Érythrée vient et voit. Et je lui ai demandé comment ça s'était passé lorsque, après une très longue guérilla très courageuse, le pays est devenu indépendant. Et il m'a dit, voilà, dès qu'on a été indépendant, les gens de la Banque mondiale et du FMI sont venus ici, ils m'ont rencontré et ils m'ont dit, voilà, nous allons établir votre programme économique. Et le président leur a dit, surpris: ah ben non, ça c'est nous qui allons faire, nous sommes ici sur place, c'est nous qui connaissons la réalité, c'est nous qui allons écrire notre programme. Et les experts envoyés par la Banque mondiale lui ont dit: non, 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 c'est comme ça partout, c'est nous qui faisons le programme. Et le président a dit: bonsoir, l'entretien est terminé, bon voyage. Et donc, du coup, l'Érythrée se retrouve diabolisée, victime de toutes sortes de déstabilisations. On appelle sa jeunesse à quitter pour priver le pays de forces productives. Malgré ça, ils sont en train de faire de bons progrès sur le plan du développement économique régional, mais on a aussi essayé de faire la guerre pour envahir le pays. Donc, je crois que refuser de s'endetter auprès des États-Unis et de l'Europe,
C'est une des conditions pour le succès. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si toute la jeunesse africaine se mobilise énormément pour mettre fin au franc CFA, pour mettre fin à la dette injuste et pour que l'Afrique ait son développement économique autonome et souverain. Je disais tout à l'heure que mon ami Saïd Bouamama, dont je pense le fameux manuel stratégique de l'Afrique qu'il a rédigé et publié chez nous en 2 tomes, il avait vraiment, il insistait sur ce point. Il faut l'unité de l'Afrique noire et du Maghreb pour que justement l'ensemble de l'Afrique puisse trouver ses propres solutions, son propre développement et devenir enfin non plus le continent pauvre sur lequel on a un peu pitié et sur lequel il y a tout le temps des mauvaises nouvelles, mais justement un continent qui prend en main son sort et qui est capable. Il y a énormément de richesses là-bas, énormément de richesses humaines aussi, énormément de courage. Et je pense que si on arrive, comme je le disais, et je me permets d'insister, si on arrive à cette union des peuples de l'ensemble de l'Afrique, on verra dans les décennies qui viennent une véritable libération et la fin des grands empires, enfin, l'avènement d'une époque où les peuples de l'humanité seront traités en égalité et pourront coopérer pour résoudre leurs problèmes et se développer et ne plus avoir peur, comme on vit maintenant toujours dans l'empire de la peur. Michel Colomb, vous le savez très bien en tant que géostratège averti que l'union, elle est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et qu'il faut des valeurs communes aussi. Peut-être ce qui ferait défaut aujourd'hui à l'Afrique noire et au Maghreb, c'est plutôt la technologie, c'est plutôt la science. Ils ont tellement attendu, tellement cru à ce transfert de technologie de la part de leurs partenaires européens et américains, mais ce transfert n'est jamais arrivé dans ces régions. Si vous étiez algérien ou africain aujourd'hui, un intellectuel africain ou algérien, et que vous devez donner un conseil à la jeunesse algérienne et africaine sur les possibilités de développer, de se développer, de développer leur pays, leur continent, que leur diriez-vous? Mais justement, moi, je ne suis pas un intellectuel algérien ou marocain, et donc je ne veux pas être un professeur ou un donneur de leçons. Je peux juste partager les leçons tirées d'expériences que j'ai étudiées et approfondies, notamment en Amérique latine. Et le problème que vous soulevez des technologies est réel, il est important. Mais quand j'appelle à l'union, je n'appelle pas à l'union des régimes, j'appelle à l'union des peuples. Je sais que certains régimes n'ont aucun intérêt à cela parce que s'ils veulent conserver leurs privilèges et leurs sources de richesse, s'ils veulent préserver leur existence tout simplement, ils ne peuvent pas vraiment développer l'initiative de leur peuple et la démocratie. Donc moi, j'appelle à l'union des peuples et je pense qu'ils ont les mêmes valeurs. Ils sont déjà solidaires de la Palestine, ils sont déjà solidaires dans la lutte contre la pauvreté, ils veulent un meilleur avenir pour leurs enfants, ils veulent que les peuples d'Afrique et d'Asie ne soient plus, et d'Amérique latine aussi, ne soient plus obligés d'émigrer pour que leurs enfants aient une chance de survie. Chaque citoyen doit avoir le droit de rester sur ses terres et de pouvoir se développer, de pouvoir assurer un avenir à ses enfants sur ces terres. Et donc, je crois que les valeurs dont vous parlez, elles sont là, elles sont dans le cœur des gens, elles sont dans leur pratique quotidienne. Mais vous avez en même temps, Michel, vous avez en même temps une Afrique noire et une Afrique blanche. Vous avez une Afrique chrétienne et une Afrique musulmane. Vous avez une Afrique anglophone et une Afrique francophone. Les divisions de couleur de peau, de religion, de langue ne sont pas fondamentales. C'est un enrichissement. En Belgique, on a deux nationalités, deux langues
Nos 3 langues politiciens, officielles oui, troisième, avec d'accord. l'allemand. Et maintenant, de plus en plus de langues venues avec les migrants. Mais disons, historiquement, on a deux langues fondamentales, deux communautés. Les politiciens ont toujours tout fait pour les diviser, les dresser, traiter les uns ou les autres de profiteurs ou de racistes ou de ceci ou cela. Mais quand je parle avec des gens, moi-même, je suis francophone, j'habite dans une commune flamande, quand je parle avec des gens, quand je vois ce qui se passe, c'est beaucoup plus la solidarité qui est dans le cœur des gens. Dans la ville où j'ai vécu une trentaine d'années, à Liège, et où ma grande fille habite encore, on a eu au mois d'août des inondations absolument catastrophiques provoquées par les évolutions climatiques, provoquées aussi par le fait qu'on bétonne, qu'on n'a pas pris des précautions pour sauver les gens qui habitent près de ces rivières. Et donc, il y a eu des inondations absolument catastrophiques avec des morts et avec énormément de maisons dans la boue détruites. Vraiment, c'était un cauchemar d'aller là. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est donc au cœur de la Wallonie que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plein de flamands, des pompiers, des agents de sécurité, des simples citoyens, des gens du bâtiment, des étudiants qui sont venus passer des jours et des jours et des semaines à aider les gens à évacuer la boue, à sauver leurs meubles, à se nourrir, à trouver un hébergement, etc. C'était absolument d'avoir les larmes aux yeux avec cette solidarité-là. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des différences qui existent, mais les différences peuvent nous enrichir justement. Et si elles ont un rôle aussi néfaste, c'est justement parce qu'elles sont utilisées par les colonialistes pour nous diviser. Ils ont fait ça en Irak et au Moyen-Orient. Mais vous savez, le peuple palestinien, là aussi, nous donne un exemple. Les Palestiniens, ce n'est pas que des musulmans. Il y a aussi des Palestiniens juifs, des Palestiniens chrétiens, des Palestiniens non-croyants, laïcs, et ils sont tous absolument unis dans la résistance à Israël, à l'État occupant. D'ailleurs, vous avez beaucoup de juifs en Israël et en dehors qui sont solidaires des Palestiniens. Donc, on a, et je pourrais multiplier, des exemples où, au-delà des différences, la solidarité est fondamentale. On doit toujours se dire que quand une puissance coloniale ou impériale met en avant des problèmes de religion, de langue ou autre, c'est toujours parce qu'elle veut affaiblir les gens qu'elle exploite, elle veut diviser pour régner. Je pense que je ne nie pas qu'il peut y avoir des problèmes, je ne nie pas que les tentatives de division, ça marche parfois, mais notre intérêt fondamental est de mettre en avant ce qu'il y a de meilleur dans les hommes, l'amour et la solidarité. J'allais dire, on va arrêter ce bel entretien avec ces belles paroles, hein, mais comme le veut la tradition de l'immersive, je vous donne encore quelques minutes de dire ce que je n'ai pas pu faire pour que vous le disiez. Allez-y, Michel. Mais la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que la bataille de l'information, en tant que journaliste, écrivain, animateur du site Investigation, la bataille de l'information, pour moi, c'est la clé. Partout où qu'on se trouve, nous sommes victimes d'une guerre de propagande, nous sommes victimes d'une désinformation et des choses que l'on entend autour de soi sur la Chine, sur les Palestiniens, sur Chavez et Maduro, sur Evo Morales, sur les gilets jaunes ici dans nos pays, etc. Ces choses-là, on doit toujours se demander, mais qui a dit ça? D'où ça vient? Quelle est la source? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'il y a de l'argent là derrière? Est-ce qu'il y a des intérêts là derrière? Et je pense que c'est ça que j'aimerais souligner. Si on veut un monde meilleur pour nos enfants, si on veut un avenir pour eux, si on veut mettre fin à la guerre, il faut mettre fin à la désinformation, aux médias mensonges qui faussent tout, qui nous obscurcissent la vue, qui nous obscurcissent l'analyse et qui nous empêchent justement de développer la solidarité avec tous les gens qui sont nos frères et nos sœurs. Voilà, donc je crois que la bataille de l'information, chacun là où il est, ça veut dire témoigner, ça veut dire relayer, traduire, diffuser,
organiser des discussions, collaborer avec des sites d'information, en créer vraiment une véritable armée internationale de l'information indépendante. Je crois que ça, c'est la clé pour mettre fin à tous les maux dont nous avons parlé aujourd'hui et pour permettre un avenir de solidarité et d'amour pour nos enfants. Voilà. Michel Collant, ça a été un plaisir de vous recevoir à l'Immersive. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir.